Donc en fait, cet ouvrage est structuré en 8 chapitres, dont je cite ici le titre et en fait dont j'ai reproduit les titres aussi sur l'exemplier. Donc en fait, dans le premier chapitre, qu'il appelle « The Setting », il décrit le ghetto, il décrit l'environnement physique, donc en fait comment ça se présente, et en fait il décrit aussi l'usage que les usagers ou les résidents font de ce quartier, donc il décrit autant les habitants et le genre d'interaction qui se font, et en fait donc c'est un ghetto qui est plutôt des évolutions, des itinéraires personnels aussi. En fait, ça devient de plus en plus intéressant vers le chapitre 4, où en fait, il aborde des rôles sexuels, donc des rôles typiques ou caractéristiques masculins et féminins, qui sont différents de ce qu'on peut observer dans la société dominante. En fait, dans le chapitre 5, il suit un peu l'interaction sociale des hommes qui se rencontrent souvent dans les lieux publics pour en fait voir ce qu'ils font exactement quand ils passent des heures à parler un peu de rien et de tout. Et en fait, il remarque que ce qu'ils font, en fait, c'est de construire une sorte de mythologie personnelle ou des mythes personnels qui, malgré leur échec relatif de s'occuper de leur famille, de gagner de l'argent, etc., de remplir la fonction de l'homme dans la société dominante. Ici, essaie de trouver d'autres valeurs parce qu'ils n'arrivent pas à réussir aux yeux de la société dominante. Donc, en fait, ils construisent des valeurs de substitution. Dans le chapitre 6, il se penche sur la question de la socialisation des garçons, donc comment les garçons grandissent dans une société où en fait presque totalité des familles sont monoparentales, mais en fait je reviendrai là-dessus. Au 7e chapitre, il explore les choses en commun que les gens partagent, et en fait dans le chapitre 8, le dernier chapitre, Waiting for the Burning to Begin, donc en fait on pourrait traduire ça en attendant que ça pète ou que ça explose. Il questionne ou il interroge le mécontentement des gens avec la relation au monde extérieur, leurs copains. Il parle des écoles ségrégées. En fait, la ségrégation des écoles, c'est aussi un thème qui revient. En fait, l'école est assez omniprésente comme sujet dans les romans. Il montre aussi que en fait, le ghetto n'est pas complètement découpé du monde extérieur, vu qu'il y a des gens qui travaillent dehors, qui ont des contacts dehors. Il trouve que les femmes ont un peu plus d'accès au monde extérieur, ce qui est quelque chose qui est aussi présent dans les romans de la banlieue, en fait, qui montrent des tentatives plus réussies d'ascension sociale des filles qui, par les études, qui par leur plus grand sérieux, réussissent mieux à s'en sortir et à trouver un travail stable et à faire quelque chose de leur vie, contrairement aux garçons qui tombent souvent dans les drogues, dans la délinquance et qui finissent en prison ou en fait qui souvent meurent de façon violente. Il montre aussi que en fait, les résidents du ghetto ne sont pas imperméables aux idées de la société de l'extérieur. Donc en fait, en sortant ou en étant en contact avec des gens ou par les médias, ils sont très, très, très bien au courant des modèles et des codes du monde extérieur, même s'ils n'arrivent pas toujours à expliquer ça dans leur vie. Donc je vais passer cette citation. Donc en fait, si on voit les romans, très souvent en fait, il y a une très forte opposition binaire entre la cité et la centre-ville, mais des fois ça arrive à être, enfin des fois c'est représenté sur une manière plus complexe que ça. Donc en fait, parfois ça se présente comme une opposition binaire. Et en fait, très souvent, la frontière entre la ville-centre ou le centre-ville et la cité ou la banlieue ou les HLM, c'est marqué d'une façon très abrupte. Donc en fait, souvent, pour passer de l'autre côté, il faut traverser une frontière symbolique qui n'est pas toujours facile à passer.
en fait, si on pense au film La haine, qui était un modèle pour beaucoup des romans, la virée des jeunes de banlieue dans Paris, c'est une source de problèmes. Et en fait, la confrontation avec la police, les dangers dans lesquels ils se mettent, et c'est également le cas de beaucoup de romans. En fait, souvent, les soucis viennent de ce franchissement de frontières symboliques. Donc, tant qu'on est chez soi, on est dans la misère, mais on est en fait sur un terrain qu'on connaît bien, et en fait, on peut compter sur une sorte de solidarité des semblables, alors que quand on traverse la frontière symbolique et on arrive à la ville, on s'expose à toutes sortes de dangers et on n'est pas toujours capable de sortir. Donc, en fait, il y a un désir de sortir, et il y a aussi une peur. Et dans certains cas, c'est vraiment montré comme une incapacité d'exister à l'extérieur, qui est très intéressant, comme si la difficulté ne viendrait pas de l'extérieur seulement, mais en fait comme si la ville était vraiment interdite à ceux qui sont de la banlieue, et en fait comme si on s'exposerait vraiment au pire en sortant. Donc l'environnement souvent est très concret. Donc en fait, des fois, on sait qu'on est à Évry ou à Grigny ou dans une banlieue bien concrète où les noms ont des rues, les rues ont des noms, etc. Alors que dans d'autres cas, la représentation est abstraite et symbolique et se sert des noms inventés. Par exemple, on appelle la banlieue la lieue bannie ou les terrains ou la cité. Donc ça peut être assez emblématique, et on est assez proche du mythe en fait. En fait, c'est pas trop concret, donc ça peut être assez passe-partout, et ça peut avoir une valeur un peu plus générale. Alors, souvent, l'opposition binaire se complexifie et des fois, quoique plutôt en marge et relativement rarement, mais on voit quand même la banlieue pavillonnaire également apparaître. Donc, des fois, ce n'est pas vraiment que des HLM, mais il y a des banlieues un peu différentes, avec une différence de classe sociale aussi. Et souvent, il y a une sorte de zone intermédiaire, donc une survivance sans doute de la zone dont vous avez parlé, la zone non construite. Et c'est vrai aussi que quand on passe de Paris en banlieue, il y a plusieurs frontières physiques qu'il faut vraiment franchir. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de frontière. Donc entre les deux, il y a une espèce d'entre-deux ou quelque chose, une sorte de no man's land, boulevard périphérique et un endroit un peu où personne n'habite. On voit assez bien ça. Donc, si vous voyez la citation en bas de la première page, frontière, Skanderkali Abrevon, notion page 77-78. Donc, le personnage regarde par la fenêtre et dit ça. C'était un spectacle grandiose. Les balcons des appartements de notre cité, ils donnaient direct sur cette avenue. Je la voyais de ma chambre. J'ai passé ma vie à la regarder. Ça bousille le moral de voir ça. On a toujours envie de se barrer, de monter juste dans le 183 et de ne jamais revenir. Le 183, c'est le bus qui va à Paris. Une fois, ma mère, elle l'a pris, juste comme ça pour voir. Elle a traversé toute l'avenue jusqu'à la dernière station avant le terminus. Ça lui a pas trop plu. Il y avait trop de gens et trop de bruit. Ma mère, elle est comme moi, elle aime le calme. Elle est arrivée aux environs de Paris, mais elle n'a pas eu le courage d'y entrer. Elle s'est arrêtée au bord d'une grande route qui est un genre de frontière entre la zone et la ville. Dès qu'elle est arrivée, ma mère, elle s'est assise près du chauffage et elle a dit « faut pas aller ». Je crois que ça voulait dire qu'il ne faut pas aller ailleurs, qu'il ne faut pas trop bouger, qu'il faut savoir rester à sa place immobile, qu'il ne faut pas traîner dans les endroits qui ne sont pas pour nous. Donc en fait là, c'est clair que c'est un sentiment d'exclusion complète, mais il y a aussi à la fois la curiosité et l'attraction du centre, et en même temps la peur et le sentiment d'être dépassé et de ne pas être capable de gérer cet extérieur. Après, il y a d'autres exemples où en fait les personnages qui quittent la banlieue
comme le roman de Kautar Archi, Zon cinglé, qui est un récit raconté sur un mode un peu onirique et on n'est pas vraiment dans un réel tel qu'on le connaît, où en fait tous les garçons qui quittent le centre, en fait où les filles migrent vers le centre où il y a la lumière, alors que dans la banlieue c'est vraiment l'obscurité qui règne, littéralement dans le texte. Et alors que les filles quittent la cité pour vivre à l'extérieur dans la lumière où elles se sentent bien, les garçons n'arrivent pas à y vivre et en fait ceux qui reviennent deviennent fous et se suicident. Et en fait ça entraîne un véritable exode des femmes et une contre-réaction des mères qui sont convaincus que les esprits des morts les poursuivent et pour ça il faut produire d'autres enfants pour les remplacer. Donc en fait c'est un récit un peu étrange de ce point de vue-là. Donc en fait si on veut analyser l'environnement, je pense que je n'aurai pas vraiment le temps de lire les exemples, mais en fait je vous laisse l'exemplaire. Donc en fait les 3 premiers extraits de texte sont des descriptions de l'environnement et en fait chaque roman commence en fait en même temps, les personnages principaux se présentent et en même temps présentent leur environnement. Donc en fait ils sont décrits d'emblée comme des jeunes de banlieue parce qu'ils disent, souvent ça commence comme ça, je m'appelle un tel et j'habite en banlieue. Mon nom est Tarouk, j'ai 26 ans, j'habite au 16e étage d'un immeuble sans ascenseur. Donc en fait, très souvent, on passe du personnage, la description du personnage à la description de l'environnement. Et l'environnement se résume très souvent à un cadre architectural très sombre, très minimaliste, où il y a très peu de services. Donc en fait, on insiste un peu sur le manque de l'urbanité de ce cadre. Donc en fait, ce sera une sorte d'opposition de la ville où on ne trouve pas... ce qui fait de la ville un endroit vivable, donc c'est un peu dépourvu de tout, mais en fait, si on essaie de produire un schéma de tous ces romans, on obtient plus ou moins ça. Donc en fait, on a la cité, et dans la cité, il y a des éléments qu'on rencontre presque toujours. Donc il y a toujours la présence de la police qui donne occasion à toutes sortes de conflits et de confrontations. Il y a l'école en fait, qui impose une double norme aux jeunes parce que s'ils veulent réussir dans la société, en principe, il faudrait réussir à l'école. Mais en même temps, s'ils veulent se faire respecter par leurs copains, il ne faut surtout pas faire des efforts à l'école. Donc en fait, ça les expose déjà à un échec de point de vue des études.